Alors, bonjour à tous. Du coup, ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Cours Oasis qui est porté par la ville de Strasbourg et en particulier par la direction de l'enfance et de l'éducation. Donc, Jean-Charles Guimard viendra. Il ne pouvait pas introduire à ce moment-là maintenant, mais il nous rejoindra. Et il est du coup le chef de projet sur ce projet Cours Oasis. Le concept, la plupart d'entre vous le connaissent puisque vous y participez, est un temps de concertation sur 6 mois avec 7 ateliers qui permettent à tous les acteurs concernés par la Cours Oasis, les parents d'élèves, les enseignants, les animateurs périscolaires, le RTS et les enfants aussi à part, mais quand même concernés par les ateliers, de donner leur avis et de co-construire leur cours végétalisé de demain. Dans le cadre de ce projet, on vous propose également des temps un peu d'information, de sensibilisation, dont des webinaires. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire avec Sarah Vauquier, qui va se présenter plus avant, bien mieux que je ne pourrais le faire. Donc voilà, nous avons quand même cette chance, parce que vous êtes une véritable experte dans votre domaine, et j'espère que tout le monde apprécie cette chance autant que c'est mon cas. Je vous passe la main pour vous présenter. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je ne vous vois pas. Peut-être j'arrive à vous voir à la fin de la présentation. Et je vais commencer par me présenter par des photos, comme vous entendez. Même moi, je viens de la Suisse. Je ne suis pas française. Et vous voyez là mon lieu de travail. Ce n'est pas Strasbourg, c'est Fribourg en Suisse. Donc, tous les vendredis, je travaille avec des enfants de 3-4 ans dehors. Donc, on est dehors par tous les temps, pendant toutes les saisons. On cuisine sur feu de bois. Donc, là, vous voyez ma salle de classe, on pourrait dire, qui s'appelle le canapé forestier, qui a un feu au milieu. Et puis, voilà, je passe les vendredis avec les enfants dehors et les week-ends, normalement, avec les adultes dehors aussi, des fois au même endroit, pour les former, parce que ces adultes, ils aimeraient travailler dans leur cadre professionnel plus à l'extérieur. Donc, ça peut aller des éducateurs de la crèche jusqu'aux gens qui travaillent avec des personnes âgées dans un home, par exemple. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de la cour d'école et je vous avoue que j'ai préparé mon intervention plutôt pour des enseignants et des enseignantes, malgré que pour tout parent et tout animatrice, animateur périscolaire, il y a bien sûr des activités à en tirer aussi. J'aimerais vous mettre dans le bain avec quelques exemples concrets des gens qui sortent, pas que dans la cour, mais aussi dans les environs de l'école. Et pour après vous montrer des exemples, en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans une cour d'école en lien avec chaque matière scolaire. Et pour terminer avec un temps de discussion, questions, réponses à la fin où vous pouvez poser toutes vos questions qui vous tiennent à cœur. Et puis, je me suis dit, vu que vous êtes de Strasbourg, je crois tout le monde, ou des environs au moins, mais commençons à Strasbourg avec une école exemplaire qui s'appelle École Jacqueline, donc l'école maternelle alors deux profs surtout de l'école maternelle de cette école Jacqueline sont devenus très connus parce qu'il y avait un film qui était tourné sur elle de Mariette Feltin qui s'appelle Les enfants du dehors. Et ces deux dames, avec l'aide d'une jardinière paysagiste, elles ont aménagé la cour de l'école. Donc elles sortent ou elles sortaient tous les jours dehors avec leur classe de maternelle pendant 1 ou 2 heures. Ça dépendait un peu de la météo, mais aussi du programme qu'eux, ils ont prévu. Donc là, je vais vous montrer juste quelques aménagements que cette école a fait à l'extérieur. Donc, déjà des choses très simples, juste un parcours sensoriel en apportant quelques bacs avec des matériaux naturels que les enfants pouvaient utiliser. Un endroit où il y a des cailloux, il y a des briques, il y a des récipients, il y a des bâtons, vous voyez derrière, il y a des billons de bois, juste à utilisation libre. L'endroit de la patouille, on peut travailler avec du sable et de l'eau. Il y avait aussi des coins plus jardinage où les enfants ils ont participé à l'entretien des choses qu'ils ont plantées ou des herbes aromatiques.
Et des petits espaces comme cet espace cuisine que vous voyez où ils pouvaient juste expérimenter avec de la terre, de l'eau, des cailloux, des éléments qui étaient mis à disposition. Donc ça, c'est un premier exemple. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir cet espace extérieur. Je trouve que c'est assez inspirant. Et pas que pour les classes maternelles. Plus tard, il y a aussi des classes d'école élémentaire qui se sont mis à utiliser ce jardin pour faire école à l'extérieur. Un autre exemple, là, on voit un peu plus loin, on va à Besançon, à Planoise. C'est un quartier HLM, plutôt, je dirais. Et puis, l'enseignante Delphine Monnier-Benoît, moi, je l'ai accompagnée en tant que chercheuse dans un projet de recherche-action. C'est un projet national qui s'est terminé l'année scolaire passée, qui s'appelle Grandir avec la nature, où l'idée, c'était, voilà, en fait, d'étudier les effets des sorties régulières pendant les heures d'école sur le développement de l'enfant. Donc, moi, j'avais une bonne dizaine de classes que j'ai accompagnées là où j'habite, en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Delphine, elle faisait partie de ces enseignantes. Et je vous montre cet exemple parce que je trouve que c'est très motivant ce qu'elle fait. Et ça ne se limite pas à la cour. Donc, son projet a commencé en 2018 en constatant que ces élèves de CM1, il y a très peu qui sont à l'extérieur, déjà très peu qui connaissent leur quartier, très peu qui sortent dans la nature et aussi des problèmes par rapport à la santé physique, obésité, etc. Elle se dit, mais il faut déjà qu'on sorte juste pour se promener et faire du sport. Donc là, vous les voyez se balader. Donc, elle commençait avec des demi-journées par semaine de promenade en ville de Besançon. Et puis, pendant ces promenades, on apprend plein de choses. Par exemple, les noms des rues. Pourquoi cette rue, elle s'appelle rue de la Source? D'où ça vient? Quels noms on trouve différents noms? Comment on peut les repérer sur la carte? Elle avait le défi aussi de faire tous les forts byzantins. Il y a beaucoup de forts à Besançon en une année. Donc, ils font des promenades chaque semaine de plusieurs kilomètres déjà. Ou bien, ils étaient à la découverte, par exemple, d'une époque historique comme l'époque gallo-romaine, avec toutes les choses qu'on peut trouver. Les enfants ont fait des productions d'écrits, des scènes de théâtre dessus. Ou bien, une fois, c'était le chemin sur la piste de Victor Hugo, où il travaillait beaucoup la langue, aussi la grammaire, l'orthographe, récits des œuvres de Victor Hugo, etc. Delphine, voilà, il y avait aussi tout l'aspect nature, donc les amenait pas qu'en quartier de ville, mais en nature, et puis lecture du paysage, pourquoi il y a cette colline-là, pourquoi ça descend, pourquoi c'est plat, comment c'était dans les temps, dessiner le paysage, la structure du paysage. Et puis, toute la découverte des bâtiments historiques, donc là, le château, au milieu, vous les voyez travailler sur des formes géométriques, des fractions, des grandeurs et mesures en travaillant avec des maisons ou bien avec des œuvres artistiques. Donc déjà, chercher des formes géométriques dans des œuvres artistiques, les observer de différents côtés, aussi les dessiner des fois et puis se demander en fait, voilà, on pourrait écrire un petit mot d'appréciation de cette œuvre artistique par exemple. Écosystème de différents endroits qui se trouvaient à proximité de la mare, par exemple, que vous voyez là, où l'outil ultimatif que Delphine prend avec, et puis moi je fais ça aussi quand je sors avec les classes, c'est juste un carton avec un papier, une pince qui tient toutes les choses ensemble, et puis un crayon. Donc là, on peut se faire des croquis, on peut noter des choses, on peut faire des dessins. Et puis tout à droite, vous les voyez, donc ça c'est plutôt un parcours sportif, un parcours vita qu'ils ont fait en ville de Besançon. Maintenant, une autre demi-journée par semaine, donc une demi-journée c'est promenade et l'autre c'est visite d'un parc à proximité, vu qu'il n'y a pas une forêt qui est très très proche, donc ils vont dans des parcs en ville. Et puis là aussi, un conseil que je peux vous donner, mais même pour la cour d'école, c'est de définir un signal de rassemblage et puis un lieu de rassemblement. Donc, quand le signal sonne, tout le monde sait, voilà, on va s'asseoir à cet endroit-là. Donc, elle a instauré ça aussi dans le parc. Et dans le parc, ça vous voyez tout à votre droite, chaque enfant a aussi choisi un endroit qui lui plaît,
pour être quelques minutes par sortie dans sa bulle personnelle, c'est-à-dire tout le monde est seul, s'occupe seul avec soi-même, avec les éléments qu'il trouve aux alentours, parfois avec une tâche, parfois sans tâche, ça peut être très libre aussi juste pour se confronter à soi-même pendant un certain moment. Donc, chez des collègues enseignantes qui on a instauré ça même dans la cour d'école, hein, ce petit moment pour soi dans un endroit choisi. Au milieu, ben, on peut faire plein de choses, de nouveau mathématiques, mesures de distance qu'ils ont fait à l'extérieur. Avec le temps, c'est même les élèves qui ont préparé les leçons avec l'aide de l'enseignante. Donc d'abord, c'était elle qui a impulsé, puis avec le temps, en fait, elle les a demandé, mais OK, qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois? Donc il y a un petit groupe qui a préparé. Donc par exemple, ils ont dit, mais voilà, on veut travailler sur l'écriture dans différents temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc c'est les élèves qui ont réfléchi, mais comment hein, on pourrait réaliser ce genre de choses. Donc, entre-temps, elle donne quelques petites idées, mais c'est surtout les élèves qui proposent des leçons. Dans son école, ils ont aussi fait un grand travail sur la cour d'école. Là, on revient à la cour parce que, mais voilà, avec les responsables de la commune, les enseignantes se sont dit qu'il faut qu'on améliore notre cour d'école. C'est beaucoup des arbres, il y a du béton, mais c'est pas très riche par rapport déjà au matériel qui est à disposition. Donc, ils voulaient amener des bâtons, mettre des bancs, des tables, des pierres, des bacs de plantation. Et dans ce projet, les élèves étaient impliqués. Donc là, vous les voyez. Donc, ils font des dessins, des plans du lieu, qu'est-ce qu'ils aimeraient placer où, ils mesurent les périmètres, les distances entre les différentes bacs, etc. Et ils étaient aussi impliqués dans la rédaction des courriers hein, qu'on doit faire pour commander du matériel, par exemple, pour améliorer cette cour d'école. Et puis, c'est jamais fini parce qu'on peut toujours changer des choses, toujours apporter un autre matériel dans cette cour. Et puis, à droite, en fait, ça, c'était à la fin de 3 années d'école dehors. Delphine avait le projet avec les élèves de faire un fresque de tout ce qu'ils ont vécu pendant leur sortie à l'extérieur. Alors, autant dans la cour que pendant les randonnées ou dans le parc en ville qu'ils ont fréquenté ensemble. Donc, ça donnait une décoration dans le préau, finalement, des expériences vécues de la classe à l'extérieur. Un autre point que je trouve important, c'est que le job de l'enseignante, c'est aussi de tisser les liens entre ce qui se passe en salle de classe et à l'extérieur. Alors parfois, on ramène du matériel, parfois c'est juste qu'on écrit dans un journal nature ou un cahier d'écrivain sur un vécu ou sur une question spécifique que l'enseignante a posée. Ou bien dans cet exemple, c'était tout un travail. La nature, c'est quoi pour toi en fait? Et cette question, on les a travaillé pendant plusieurs semaines. Et puis les enfants, ils ont fait des rédactions, ils ont fait des dessins, ils ont fait des présentations en lien avec cette question. C'est quoi avec moi, pour moi, la nature? Donc, je vais quitter Besançon pour l'instant pour passer à Paris. À Paris, il y a un super site internet qui s'est créé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Apprendre et enseigner dehors à Paris, où vous trouvez plein d'idées de qu'est-ce qu'on peut faire dehors en ville. Donc, à Strasbourg, là, vous êtes aussi dans une ville. Parfois, on se sent un peu démuni mais quels espaces on peut utiliser pour aller avec les élèves. Donc, ce site, je trouve, il est très, très utile. Et il y a des idées ou des projets très divers et variés. Donc, on peut commencer de manière très simple pour aller dehors, comme vous voyez à la gauche, juste utiliser la cour de l'école pour faire quelque chose qu'on fait normalement en salle de classe. Lecture à voix haute, par exemple, ou juste lecture, bouquiner à l'extérieur. Mais avantage, on est à l'air frais. Hein. C'est peut-être plus agréable aussi pendant certaines saisons d'aller dehors que de rester en salle de classe. Ou bien, on peut aller un peu plus loin. Donc là, l'enseignant, il va se promener en ville avec sa classe, découverte du quartier, réflexion sur comment le quartier était avant, comparé avec maintenant, comment il serait dans l'avenir, visite des entreprises ou des personnes importantes qui habitent ce quartier. Donc, rencontre aussi des gens qui habitent dans le quartier. Ça peut être très chouette parce qu'il y a
ben, il y a des liens qui peuvent se créer. Par exemple, j'ai une enseignante qui n'est pas sur Paris, mais aussi proche de Besançon, où les enfants, en fait, ils ont récité des poèmes, ils ont offert des poèmes aux habitants de la rue, ils ont écrit des petites choses qu'ils ont mis dans leur boîte à lettres aussi, et puis les habitants, ben, on dit merci en leur offrant un gâteau qu'ils ont pu manger à l'école, et puis en lui écrivant de retour un petit mot. Delphine, elle fait ça aussi dans le parc. Alors parfois, les élèves ils rédigent un petit mot pour les bois, et puis le bois, en fait, par l'enseignante, dit un mot aux élèves. Donc, on peut rentrer en correspondance avec plein de choses, en fait, qui se trouvent à l'extérieur de la salle de classe. À Paris, enseigne aussi un monsieur très intéressant qui s'appelle Alexandre Ribaud. Il a un autre site internet qui s'appelle Ma classe dehors. Donc, il est enseignant maternel. Il va dehors avec sa classe dans un petit parc en pleine ville de Paris. Et sur son site, ben, on voit en fait plein d'activités qu'on peut faire et toutes les astuces pour débuter dehors avec une classe maternelle. Donc là, vous le voyez, c'est le bonhomme avec le bonnet rouge sur la photo. Et puis à côté, ben, il a fait une activité que je trouvais assez chouette. C'est en fait, c'est un peu comme dans le conte du Petit Poucet. On sème des éléments naturels pour retrouver le chemin vers l'école à la fin. Donc là, ils ont semé des marrons par terre pour retrouver le chemin. La même chose, on pourrait le faire dans la cour de l'école. Alors juste pour faire un chemin et puis un autre groupe ou un autre enfant doit retrouver, va faire le chemin jusqu'à sa fin et puis après le dessiner sur un plan ou décrire comment il a parcouru ce chemin. Donc, plein de photos sur son site avec d'autres idées ou certaines j'aimerais bien vous présenter. Donc, de nouveau, des éléments très simples, de l'eau, une vache pour patouiller, observation des ombres, pourquoi l'ombre il tombe dans cette direction, pourquoi il est long, pourquoi il est court, un parcours de motricité avec quelques planches et quelques pierres, récipients et cuillères pour faire des soupes et potions magiques divers et variés. Un outil super utile que j'utilise souvent avec les jeunes enfants, c'est les boîtes à œufs qu'on n'utilise plus. Donc là, la tâche, c'était de trouver toutes ces couleurs qui sont dans la boîte à œufs et de rapporter un élément par couleur. On pourrait donner d'autres consignes, donc une forme géométrique ou un nombre, toujours deux, toujours trois, un élément, un caillou, bois, feuille, par exemple. Donc c'est multifonctionnel. Et Alexandre, il apporte aussi de quoi dessiner à l'extérieur. Donc, dessiner un chemin, dessiner un élément naturel qu'on trouve. Donc, il y a plein de découvertes qui se laissent faire, même en ville de Paris, dans un petit parc, pas trop loin de l'école. Et Paris est assez connu aussi pour justement ce projet des cours Oasis. Donc là, je vous ai mis quelques images de cours d'école sur Paris qui étaient justement revégétalisés. Donc, c'est des cours oasis ou des cours en fait, où les enseignants participent au projet École dehors de manière régulière. Et puis là, j'aimerais bien vous poser une question. Donc, si vous observez ces 4 photos de différents cours d'école, qu'est-ce qui vous vient dans la tête au niveau des activités qu'on pourrait faire dans ces cours par rapport au matériel, aux espaces qui sont à disposition? Pour les enseignantes, réfléchissez sur des matières scolaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les gens du périscolaire, ça peut être juste tout simplement des activités que vous avez envie de faire dans le périscolaire. Écrivez vos réponses dans le chat. Et je vais vous laisser 1-2 minutes juste pour écrire dans le chat et puis on va déjà voir ce que ça donne comme palette d'idées.
Ne soyez pas timide. Et puis, si vraiment vous avez du mal à le trouver, à l'exprimer par écrit, ou votre accès au chat n'est pas forcément bon, vous pouvez aussi allumer votre micro et Exact. exprimer l'idée. Avec les petites cabanes en osier, je sais qu'à Oberlin, ils vont avoir ça, mais version ouverte. Oui, on a hâte de les fabriquer bientôt. Ça ressemblera à ce genre de choses? Ce sera ouvert, vous. Ce sera ouvert, du coup, d'accord, comme un tipi. Voilà. Oui. Là, il y a déjà différentes activités de motricité, activités de coopération, parcours de motricité, travail sensoriel, patouille. Ah oui. C'est à chaque fois pour des plutôt maternelles. La patouille, c'est ce qu'on voit au niveau des enfants qui sont sur le mulch là-bas, sur la 4e photo, en bas à droite. C'est pas forcément ce que les enfants font. Vous pouvez juste vous inspirer des lieux et puis écrire les idées que ça vous vient dans la tête. Qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans ces endroits? Là, il y a chasse au trésor, land art. Oui. Ça écrit encore. On va encore laisser quelques secondes. Et après, je vais vous dévoiler mes idées. Parcours d'orientation. Oui. Cache-cache. Observation, recensement des insectes sous les planches, les bûches. Exactement, ou même à différents endroits. Donc, on pourrait regarder qui habite où dans cette cour. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'arbre, sous les pierres, dans les bacs potagers. Ouais. Et puis repérer. Encore une dernière. Et sinon, je continue. Chanter. Chanter, alors partout, même en s'inspirant du lieu. Alors parfois avec les élèves, je laisse créer des chansons qui par sens, par exemple. J'entends, je vois, je sens, et ils doivent intégrer des éléments de ce qu'ils sentent vraiment ou ce qu'ils les entendent vraiment, ce qu'ils peuvent toucher pour du vrai. Puis après, on se fait des présentations de chansons tout à fait possibles. Donc, je vais vous lancer d'autres photos. Ce n'est pas forcément que des cours d'école parce que j'en ai pas trop de photos de cours d'école. Normalement, je suis plutôt un peu plus loin que la cour, mais j'avais un projet aussi avec l'école de mes filles où on a justement enrichi la cour d'école qu'elles avaient, mais en impliquant des enfants avec zéro budget. Donc, des éléments très, très simples qu'on a mis en œuvre, genre juste apporter quelques bâtons ou des baguettes de saule. On avait aussi construit justement un cabanon en saule qui se laisse déplacer avec des éléments que les parents ou les gens qui voulaient s'impliquer avec du matériel pourront apporter. Donc déjà, avec des petites choses, on peut faire beaucoup. Et puis là, on est dans la cour d'école d'un collègue à moi, c'est juste l'autre côté de la frontière, dans le Jura suisse, Lucien Colère. Lui, il sort depuis le début de sa carrière avec les élèves et notamment aussi dans la cour d'école. Donc là, dans la cour, vous les voyez dessiner des bandes dessinées. Donc, ils s'inspirent du lieu, ils inventent une histoire, ils inventent un héros aussi pour leur BD, et puis ils dessinent en intégrant des éléments des alentours. Donc ça, c'est toujours la tâche, c'est pas juste dessiner pour dessiner. L'histoire a lieu ici, dans cette cour d'école. Et ils font peut-être une, deux planches dans la cour, et après ils changent de lieu, ils vont ailleurs, et puis l'histoire continue. Donc, ils doivent réfléchir pourquoi le héros il a changé de lieu. C'est toujours le même héros qui continue. Jusqu'à la fin de l'année scolaire, ça va faire une BD par enfant, une BD entière
voilà, qu'il peut prendre chez soi à la maison. Donc, avec toute l'approche littéraire aussi de la BD, qu'est-ce que c'est, comment il faut les construire, mais qu'est-ce que je mets dans les bulles, orthographie du texte, et puis amélioration aussi dans la salle de classe, parce que parfois à l'extérieur, on peut faire un petit croquis, mais voilà, on colorie à l'intérieur. Et puis, l'autre photo, c'est juste lecture à voix haute dans des endroits, je dirais pas très typiques pour le faire. Alors, pas en salle de classe, mais on cherche un endroit qui sonne bien, par exemple, et puis on lit un texte aux autres enfants. Je crois mon activité préférée dans la cour, c'est le livre des petits détails. Je l'ai appelé comme ça. Donc, l'idée, c'est que chaque enfant se cherche un tout petit détail qu'il parle, mais qu'on voit normalement pas dans la cour. Donc, parfois, je dis le détail nature, donc ça doit être un élément naturel, mais ce n'est pas forcément nécessaire, comme cette fille qui a trouvé, voilà, en fait, ce trou dans le tronc d'arbre, qu'est-ce que c'est qui la touche. Et puis après, ils dessinent en fait, ou ils photographient cet élément, et puis ils écrivent une petite histoire. Donc, ça peut être par exemple, comment je suis arrivée ici, pourquoi je suis là, et comment je me sens à cet endroit, et qu'est-ce que je me souhaite pour mon avenir, ou où je vais aller dans l'avenir. Donc, ils travaillent, voilà, le passé, le présent, le futur, une petite histoire, et ensemble avec le dessin ou la photo, ça fait le livre des petits détails de la cour d'école. Et si on fait ça, alors je dirais, si on retourne de manière régulière à ces détails, on les réintègre dans une autre activité, j'ai vu que le regard sur la cour des enfants et des adultes va changer. Parce que tout à coup, on voit ce trou dans l'arbre, où on voit le pissenlit qui est passé par le goudron, on voit le lichen qui est sous le banc, et qui était toujours là, mais on n'a jamais remarqué. Ou bien, une autre tâche, un peu dans le même sens, c'est de s'interroger sur des objets qu'on trouve. Donc, par exemple, ce garçon, il a trouvé de la monnaie par terre, mais comment cette monnaie elle est arrivée là? Donc, il s'inspire pour écrire une rédaction sur ces pièces de monnaie. Et je reviens aussi au lien avec la salle de classe. Donc, se prendre des notes, alors soit dehors, soit dedans, ça vous permet toujours de garder une trace, alors aussi pour les parents, et de travailler sur le vécu et travailler sur l'écrit ou le dessin pour les plus jeunes qui n'écrivent pas encore. Une activité où je n'ai pas mis de photos, mais si on parle langue toujours, alors chasse aux mots, chasse aux sons par exemple, ça peut être pour les maternelles, on cherche des éléments qui ont une forme de O ou de A ou de I, qu'est-ce qu'on trouve? On cherche des mots qui commencent avec certaines lettres. On cherche un son, le on par exemple. Quel mot on trouve un on à la fin, au milieu du mot, on note, on fait vraiment une longue liste de ces mots. Et puis après, on pourrait aussi aller vers une production d'écrits avec tous les mots qu'on a récoltés. Ou parfois, on fait même la foire. Donc, on a des stands de marché avec des mots récoltés. Et puis, on peut aller s'acheter des mots en utilisant de l'argent qu'on a trouvé dans la cour. Ça peut être des cailloux, des bâtons, des feuilles d'automne, quoi que ce soit. Et puis, avec les mots achetés, on doit produire quelque chose. Ça peut être une blague, une devinette, une charade, ou une phrase qui commence avec le plus de A possible. C'est vraiment infini. Je bifurque sur les mathématiques. Donc, un outil superbe dans la cour, c'est juste le craie. Avec les craies, on peut tout faire. On peut dessiner. Donc, par exemple, là, c'est un mur de nombres. On appelle ça en Suisse, où on peut faire de l'addition. Donc, on prend les glands qui sont en bas, on additionne toujours 2, et puis ça donne la pile de glands qui est plus haut. Ou bien, on donne un élément tout en haut, et puis après, il faut faire de la soustraction en les diffusant sur les différentes cases qui sont plus bas. Donc, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Ou bien sûr aussi, alors estimer, compter combien de pavés par terre dans notre cours d'école, par exemple, ou assez appliqué dans le quotidien. Voilà, si on veut peindre le bâtiment scolaire, par exemple, combien de peinture il nous faut? Par mètre carré, on a besoin de X grammes, donc ça nous fait ça coûte combien, on peut acheter, donc on pourrait aussi se poser ce genre de questions.
faire des séries hein, avec des éléments naturels qu'on trouve ou même avec les craies. Le sudoku, on fait souvent aussi avec juste les craies par terre et puis après, on met des éléments naturels dedans. On se crée un sudoku. Ou bien, alors toute la thématique des grandeurs et mesures, je trouve que c'est vraiment génial à l'extérieur. Alors là, les enfants, ils estiment la hauteur du sapin. Et puis après, une fois estimé la hauteur, ils se mettent en ligne. En fait, il faisait 30 mètres. Hein, ils se mettent en ligne de cette hauteur du sapin. 30 mètres, c'est combien? Il faudra combien d'élèves pour se mettre à côté? Et puis dans le livre à l'école, on dessine et puis on décrit la méthode pour l'estimation de la hauteur. Donc ça peut être un sapin, mais ça peut être un bâtiment tout simplement aussi. On a déjà parlé des formes géométriques, donc on pourrait les chercher dans la cour, différentes formes, des solides, alors en 3D ou en 2D, voire on pourrait les former avec nos propres corps, hein, comme le triangle ici. Et puis une autre idée en lien avec les maths, c'est le cadran solaire. Donc ça, on peut faire vraiment facilement dans une cour, juste avec un endroit où on peut mettre des bâtons, hein, ça peut être du sable, de la terre, une prairie, et puis après on observe en fait. On peut ajuster d'après l'heure d'hiver, l'heure d'été, il faut mettre un peu autrement ces bâtons, et puis on observe au fil de l'année en fait. Donc je vais juste continuer de vous balancer quelques idées dans d'autres domaines art. Alors moi je trouve la richesse du domaine art, c'est surtout le travail sur les sens, en fait, pour toutes les matières. La valeur de l'extérieur, c'est ça qu'on peut être actif, on peut travailler avec le corps, la tête, le cœur, mais aussi avec nos 5 sens. Donc, outil simple, juste donner des miroirs et puis observer la cour par un miroir, en testant différentes positions, en marchant, en le mettant sur le nez, on regarde le ciel, juste comme ça. On peut l'utiliser aussi de nouveau pour les maths, pour la multiplication. Donc, on met des objets, on met un miroir, c'est x2, on met 2 miroirs, on peut faire x3 ou x4, d'après le nombre des miroirs qu'on met, juste pour ça. Ou bien le toucher, hein, découvrir la cour avec les yeux bandés, juste en touchant. Donc, ma collègue et moi, on a utilisé juste ça, justement pour les formes géométriques. Donc, un groupe amène, mon enfant amène un autre vers un poteau, par exemple, un poteau carré. Donc, l'enfant touche et dit c'est le carré. Et après, il retourne à un endroit, il doit trouver le carré. Donc, quel carré j'ai touché? On peut s'amuser avec ce genre de choses. L'ouïe, bien sûr aussi, hein, tous les sons qu'on entend dans la cour. Et ce que je trouve intéressant, il y a un qui est venu trop tôt. Ce que je trouve intéressant dans la cour, c'est aussi de se focaliser sur les sons qu'on n'entend pas très fort. Alors, pas toujours les avions ou les voitures qui passent, mais les sons très doux qu'on entend. Donc là, ces deux filles écoutent quels sons elles les entendent. Et puis après, elles ont dessiné une carte sonore. Donc, c'est une carte où on se place dans la cour. Alors, on peut faire une petite croix au milieu. Et puis après, on dessine ou on note en petits mots tous les sons qu'on entend à l'extérieur. Donc, on peut se faire le challenge des sons les plus longs ou les plus hauts ou les plus bas, ou des sons les plus doux, justement, qu'on n'entend pas fort pour cette carte. Et puis, à côté, ça, c'était autre chose. Là, on s'est concentré juste sur les oiseaux qu'on a entendus. Et puis, on a dessiné des sonagrammes. Des sonagrammes, c'est une sorte de dessin du chant de l'oiseau. Parfois, il chante très haut et rapide, donc on fait en haut quelques points. Parfois, c'est très bas et long, alors on dessine plus bas sur la feuille et on fait des traits. Et à la fin, ils ont en fait façonné avec leur corps un sonagramme d'un oiseau. Et puis les autres, ils ont dû deviner quel oiseau c'était. Donc, c'était tout un travail sur les différents sons des oiseaux et puis les oiseaux en général qui étaient faits. Nos thématiques, les visages, alors on pourrait chercher des visages dans la cour, on pourrait façonner des visages sur des cailloux, sur les troncs d'arbres. À Carnaval, alors la photo que vous voyez, c'était dans la neige. À Strasbourg, je crois, il n'y en a pas énormément de neige. Chez nous en Suisse, c'est un peu différent. Donc, c'était fabrication des couleurs naturelles, donc avec du chou rouge et différentes acides et bicarbonate de soude qu'on a mis dedans et autre chose. Et puis, dessiner dans la neige une coiffure de carnaval.
Dans la cour, ben, on a déjà fait juste avec des craies, par exemple, avec des éléments naturels qu'on a mis autour ben, d'une tête dessinée, puis chaque enfant a pu mettre sa tête dedans, et puis on a pris des photos. Donc ça, c'est une autre possibilité. Ou en été, ce qui est intéressant, c'est aussi avec de l'eau, alors coiffure avec de l'eau, et puis après, ça sèche. Voire fabrication des masques de carnaval avec les feuilles d'automne qu'on récolte dans la cour. Ben, la récolte, c'est toujours c'est un peu délicat dans la cour parce que souvent, il y a peu de matériel. Donc, il faut quand même aller avec prudence et puis essayer plutôt de faire des activités où on laisse des choses ben, en place pour qu'il y a aussi pour les autres classes que de ramasser tout. En automne, les feuilles, ça se prête quand même bien parce que dans tous les cas, elles seront ramassées plus tard ou plus tôt par quelqu'un. Donc là, on peut profiter. Production de théâtre à l'extérieur, alors soit théâtre de marionnettes, mais fait soi-même avec des feuilles, ou une histoire sonore. Là, vous voyez la souris éternue, une souris qui a fait Hachi, et puis ça faisait faire beaucoup de bruit à d'autres animaux. Donc les enfants, on l'a vraiment, ils ont fait aussi les bruits avec les éléments qu'ils trouvaient. Expression, dicton et proverbe aussi. Vous voyez, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, mime des expressions et puis devinette de ces expressions. Il y a plein de choses qu'on pourrait réaliser à l'extérieur. Allez, on a parlé déjà un peu de la découverte des animaux qu'on trouve dans la cour, toiles d'araignée, cloportes, des petites choses comme ça. Ou voir même aller dans un projet d'une fabrication d'une maison pour un animal. Donc là, c'était une maison pour l'écureuil, mais on pourrait prendre d'autres animaux. Alors, ça peut être des petites bêtes, ça peut être la cabane pour le hérisson, qu'on aimerait bien qu'il s'installe dans la cour, etc. Donc là, aux élèves de demander pour quel animal ils aimeraient faire une maison, de réfléchir s'il faut apporter du matériel ou non, si on peut faire avec ce qui est sur place. Et puis après, surtout, observer ces maisons au fil des saisons. Est-ce qu'il y a vraiment des animaux qui vont s'installer à ces endroits-là? Quelques exemples plutôt vers géographie, histoire, citoyenneté. Donc, ben, la lecture du plan. Alors, tout ce qui est s'orienter, ça se travaille à merveille à l'extérieur, aussi dans la cour. Les enfants que vous voyez là, dans la neige, ils ont dessiné une forme en salle de classe et maintenant, ils essayent de la marcher dans la neige. Donc, ça pourrait être pareil dans la cour, la marcher ou la faire avec de l'eau ou la dessiner avec une craie. Puis, regardez sur son croquis, est-ce que c'est bien la bonne forme qu'on a pu faire. Rallye photo à côté, donc un canard qui s'est photographié à différents endroits. Il faut retrouver les places, voire faire les photos soi-même pour un autre groupe qui va les chercher, décrire le chemin pour les trouver. Mais travaille sur des conflits d'intérêts, donc ça, il y en a partout, hein, dans la cour de l'école, comme dans le quartier, dans la rue de quartier ou dans la forêt. Donc là, c'était plutôt dans les champs, le paysan qui discute avec la responsable du conseil communal qui aimerait construire un supermarché. Et 2 vers de terre que vous voyez derrière qui ne sont pas contents du tout. Alors, ni avec le paysan, ni avec le projet supermarché. Et puis, on négocie, on trouve des solutions. On peut faire des ateliers philo aussi sur ce genre de questions. Et notamment dans la cour, il y a des conflits entre enfants, mais parfois il y a aussi des conflits avec d'autres habitants de la cour. Alors, soit un petit buisson, soit un animal qui vient en visite. Il y a plein d'idées, des choses qu'on peut intégrer. Sur l'autre photo, ça c'est en Écosse, c'est un bon guide pour faire école dehors pour les lycées et les collèges. Donc là, les élèves sortent en fait dans la cour pour observer le paysage et se poser plein de questions sur le paysage. Par exemple, pourquoi sur cette colline-là, il y a de la neige, mais sur l'autre, très rarement? Ou pourquoi il y a des arbres en hauteur de la colline, mais pas en bas? Comment ça se fait? Et puis après, ils choisissent quelques questions qui font sens, qui aimeraient être creusées aussi. Et puis, voilà, ils se cherchent des réponses et ils font des présentations. Alors, ça peut être aller de la chanson au théâtre, à l'affiche, à l'article sur le blog du site internet ou à une production pour les habitants du quartier aussi. Des maquettes, de toutes sortes de maquettes. Donc, ma maquette, comment était la cour il y a 50 ans ou 100 ans, si on compare avec des photos. Ma cour idéale
dans l'avenir. Cet endroit-là, à l'époque néolithique, comment c'était, on pourrait aussi façonner ces conflits d'intérêts avec des éléments qu'on trouve. Donc, comment on trouve une solution entre les enfants qui aimeraient jouer au foot, le maire qui aimerait être tranquille dans son lit avec ce petit dans le noisetier, et puis le noisetier qui n'aimerait pas recevoir toujours les balles de foot dans ses feuilles. Donc là aussi, maquette cuisine. Alors, si vous avez la chance d'avoir un potager ou des herbes sauvages qu'on peut cueillir, donc là, vous voyez les chips aux orties, donc ça on trouve presque partout. Récolte des noisettes pour faire du Nutella en automne, hein, ou les baies qui poussent pour faire des recettes. Et puis, en lien avec l'histoire aussi, en fait, les jeux de nos ancêtres. Donc, qu'est-ce qu'on a joué il y a une centaine d'années, il y a 200 années dans les rues, dans le quartier, dans les cours d'école. Donc, redécouverte et fabrication des jeux qu'on connaît peu, que vous voyez, qui étaient faits ici juste avec quelques bâtons et puis de la ficelle, les tester, hein, alors faire des jeux de lance, des jeux d'épée, tout ça. Et là, on bifurque dans le domaine du corps et mouvement. Et pour le corps aussi, en fait, voilà déjà les organes internes. Donc là, on a fabriqué des belles dames d'automne, on pourrait dire. Alors dans la cour, ça se fait plutôt de nouveau avec des craies par terre. En enfant, on peut dessiner les contours. Et après, on peut le remplir. Donc là, vous voyez plutôt la collection de modes qu'on a fait. Ça, c'était en forêt parce que là, il y avait beaucoup de matériel. Mais on pourrait aussi essayer de juste mettre en taille réelle les organes internes de notre corps. Alors, chercher quelque chose qu'on pourrait utiliser pour les intestins, la taille du foie, du cœur, etc. Et puis après, noter les noms des différents organes. En salle de classe, on n'a pas toujours de la place pour faire ce genre de choses. Dans la cour, un grand avantage, c'est juste l'espace qui est à disposition. Et puis, une dernière image que je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est un dossier qui vient de sortir cette année, que vous trouvez sur le site mobilesport.ch. Il s'appelle Tous et toutes dehors. Et c'est un dossier pour juste faire du sport à l'extérieur. Et sur cette image, vous voyez en fait un peu tous les jeux qui sont décrits dans ce dossier. Ça va du saut au lit de feuilles jusqu'au jeu de lance, ou aux estafettes où il faut trouver le plus vite possible une certaine feuille ou toucher l'arbre, hein, sur lequel poussent ces feuilles. On voit pas une de mes activités préférées, c'est les parcours mini-golf qu'on peut vraiment réaliser mais partout avec très très peu de matériel. Il faudra un bâton, il faudra 2-3 balles en équipe. Chaque équipe se fait un poste mini-golf avec ce qu'on trouve. Si on apporte quelques cailloux, un peu de bois, etc., on se fait des pistes, on cherche une pente aussi, on peut fabriquer des sauts et puis après on se joue en mini-golf à l'extérieur. Donc ça, je crois pour le sport, il y a vraiment plein d'idées des choses qu'on pourrait faire à l'extérieur. Je vais terminer juste avec quelques mots-clés à retenir. Moi, je dirais une chose qui est importante, c'est vraiment que vous alliez pas à pas. Vous commencez par quelque chose qui vous semble simple, mais en fait, je vais dehors, je fais la leçon d'anglais à l'extérieur, tout simplement. Je fais plus ou moins la même chose que je fais à l'intérieur. Et jusqu'à ce que j'intègre vraiment la cour et ses éléments pour des sorties ponctuelles, jusqu'à ce qu'on peut se dire, on réaménage la cour, on fait vraiment un projet annuel de sortie dans la cour, mais moi, je vous conseille aussi d'aller ailleurs, pas que dans la cour, pour découvrir d'autres lieux, pour découvrir les habitats proches, le quartier autour du péri ou de l'école, ou pour profiter des lieux qui ont quand même un peu plus de nature qu'une cour d'école. Ce que je trouve, ce qui est pratique, c'est vraiment dans une cour, on peut aller rapidement, on peut aller aussi juste pour 20 minutes pour faire quelque chose. On peut aller à l'intérieur pour écrire aussi dans une fiche ou faire le lien avec un livre sur lequel on travaille. On n'a pas besoin d'autorisation, on ne doit pas organiser des gens
qui nous accompagnent. Donc, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des difficultés, comme par exemple la concentration ou en fait le fait que les enfants, pour eux, la cour, c'est la récré. Donc, on a envie de faire la pause dehors ou faire les mêmes jeux que dans la récré. Et ça, avec voilà, une régularité qui va s'instaurer au fil des sorties, on peut aussi pallier à ces difficultés qu'on a dans la cour de l'école. Mais commencez déjà simple avec quelque chose qui, qui vous semble pas trop difficile dans tout ça. Deuxième point, c'est essayer de tisser des liens. Donc, ça peut être entre le dehors et le dedans. Donc là, j'ai déjà donné quelques exemples avec un cahier d'écrivain qu'on peut utiliser à l'intérieur, avec une thématique qu'on travaille à l'intérieur, où on peut faire juste une expérience concrète dehors, et puis après, se mémoriser une fois qu'on est devant le livre, mais comment c'était quand on a travaillé sur les mètres cubes, par exemple, à l'extérieur. Ça peut être pour les plus jeunes aussi, juste apporter du matériel de l'extérieur dedans, l'arranger sur une table, et puis on peut revenir dessus pendant qu'on est à l'intérieur, pendant des plages où on exprime quelque chose, on parle par exemple sur ces éléments, où on se souvient de quelque chose, ou juste pour faire des bricolages. Donc il y a des choses très simples qu'on peut faire. Tisser des liens aussi entre les matières, parce que on fait rarement juste une seule matière quand on est à l'extérieur. Si je fais une construction des maisons pour les animaux, je travaille peut-être sur les sciences de la nature, mais en même temps, je crée, alors je fais de l'art, je fais une construction, je dois faire une production d'écrit ou au moins lire une démarche, comment je pourrais faire pour construire cette cabane pour le hérisson. Peut-être je dois mesurer aussi, là où décider à quelle place on va faire cette cabane, donc dessiner sur un plan aussi les plusieurs endroits qui sont possibles, regarder si c'est bon pour toutes les classes de le faire, etc. Donc on travaille sur beaucoup de matières en même temps. Et souvent, quand on est dehors, il y a plein de choses qui intéressent les élèves. Et ce n'est pas forcément ce que nous, on a programmé de faire. Et là aussi, c'est, voilà, en fait, avec l'expérience vécue, on arrive à tisser ce lien entre, voilà, là, il y a l'intérêt des élèves et leurs besoins aussi qui sont là. Et puis là, il y a mon programme scolaire avec des objectifs. Donc, comment je peux tisser le lien entre ces deux? Les gens avec l'expérience, en fait, juste avec l'observation, ils voient en fait quels objectifs du programme scolaire sont touchés pendant quelque chose que moi, je n'ai pas planifié. Les élèves, ils ont juste envie de faire maintenant, ou pendant les plages où on les laisse jouer librement à l'extérieur. Et puis aussi entre le concret et l'abstrait, parce que l'avantage du dehors, comme je l'ai dit avant, c'est le concret. Donc, on peut vraiment faire, on peut manipuler du matériel, on peut intégrer le lieu. Mais parfois, à l'école, on doit à la fin arriver à une formule mathématique, par exemple. Donc, lier les deux. Quand on est devant la formule, dire, mais tu te souviens, comment tu as fait dehors avec le matériel, ok, c'était ça en fait. Ou partir sur un vécu à l'extérieur pour aller plus loin. Donc, ça peut juste être un conflit d'intérêts qu'on a travailler dans la cour, par exemple, pour arriver à des conflits d'intérêts qui sont plus grands, qui touchent même toute la ville de Strasbourg, voire plus loin, qui sont des problématiques globales. Et puis la dernière chose, donner du sens. Alors déjà, mettez en avant un apprentissage actif, que ce n'est pas vous qui parlez tout le temps, mais comme moi je le fais maintenant d'ailleurs, mais que les élèves qui soient actifs, que vous choisissez aussi des situations ou d'apprentissage qui soient motivantes, ou que vous essayez de vous baser sur des problèmes concrets en fait qui se posent dans cette cour d'école ou dans ce quartier. Et puis, travailler sur l'interdisciplinarité, j'ai un peu évoqué avec le mot-clé tisser les liens, mais aussi sur les compétences transversales. Alors, toutes les compétences individuelles, les compétences sociales qui sont travaillées, comme l'autonomie, la créativité, la confiance en soi. Donc, tout ça, c'est des compétences qui sont importantes de travailler à l'école aussi. Et si on mise là-dessus et puis un peu moins sur voilà, ces objectifs-là exacts du programme scolaire que j'aimerais travailler aujourd'hui, on arrive plus facilement, je dirais, voir la richesse de l'apprentissage à l'extérieur. Bon, c'était des longs
mots-clés que je vous ai résumés. Je termine avec quelques sites web et des ouvrages. Alors, déjà, on passe de la gauche vers la droite. 2 livres, L'école à ciel ouvert, qu'on a écrit à 3 auteurs, qui vous fournit plein d'idées d'activités que vous pouvez faire à différents endroits extérieurs. Donc, ce n'est pas forcément pour la cour d'école, mais c'est pour apprendre et enseigner dehors et toutes les matières. Puis en bas, vous voyez le livre Faire classe dehors. C'est cet enseignant maternel de Paris, Alexandre Rivaud, qui a fait la version pour la France, voilà, qui est liée aussi au contexte français, à la législation française. L'original, ça s'appelle Trésor du dehors. C'est un livre belge du collectif Tous dehors. Trésor du dehors, vous le trouvez aussi à télécharger sur Internet. Faire classe dehors, c'est à acheter. Après les sites, donc il y a aussi de la Belgique, Good Planet Belgique qui a sorti ce bon document Recréer ta cour avec tous les outils qu'il vous faut pour recréer votre cours. Et sur le site Archiclasse de l'Éducation nationale, il y a plein d'outils. Alors, tout en général pour enseigner, apprendre dehors, mais particulièrement aussi pour aménager la cour. Je vous ai rajouté un autre site pour les gens qui travaillent en ville, comme c'est probablement le cas de vous. Donc, une personne qui a créé ce site Enseigner dehors en ville avec plein d'idées de ce qu'on peut faire. Alors, pas que en nature, mais aussi, comme vous voyez, juste sur le marché, par exemple. Et puis, le dernier dossier, c'est le WWF Suisse avec Sylvia qui l'a créé. C'est un dossier sur des activités qu'on peut faire dans la cour d'école. Donc, ça, c'est vraiment focalisé cours. Ça s'appelle l'école en plein air. En bas, je vous ai mis les quelques mots-clés pour le trouver sur Internet parce que ce n'est pas évident. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Il nous fournit plein d'idées pour les différentes matières, pour l'école maternelle comme l'école élémentaire, des choses que vous pouvez réaliser dans votre cours. Et si j'ai parlé beaucoup école aujourd'hui, ça ne veut pas dire que pour les périscolaires, il n'y a rien du tout. Et je trouve qu'il y a plein d'activités. Déjà, c'est quelques idées que je vous ai données aujourd'hui, mais aussi dans ces livres et sur ces sites web qui se laissent vraiment adapter aux périscolaires aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Donc là, ça serait le temps pour vos questions. Non, moi j'en ai une. On a pas mal d'enseignants et d'animateurs périscolaires qui travaillent avec des maternelles, donc des tout petits. Est-ce que vous auriez des activités spécifiques? Parce que là, il y avait en effet toutes les matières qu'on peut retrouver dans des classes un peu plus grandes. Est-ce que pour les tout petits, il y a des petites idées d'activités à faire, du coup, dans une cour plus ou moins végétalisée, parce que tout le monde n'a pas encore, en effet, de végétal. Alors, où je sais qu'il y a des classes qui vont sortir, mais avec des plus petits, c'est toujours plus compliqué d'emmener une classe de maternelle dans le square à côté ou dans la forêt à côté. Est-ce que vous avez des pistes sur ce sujet-là? Moi, je dis, moi, je travaille avec des maternelles, les 3-4, c'est plutôt mon public, je dirais, hebdomadaire. Je travaille beaucoup juste en apportant du matériel et en mettant à disposition du matériel. Alors, si vous repensez à ces cours Oasis de Paris, donc si vous avez de l'eau déjà, mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faudra différents récipients pour faire des transvadages, par exemple. Il faudra quelques bâtons. Ils vont inventer plein de trucs avec des bâtons. En automne, un tas de feuilles d'automne, ça suffit déjà. Parfois, je cache des petits hérissons dedans. Donc, si vous avez des marrons et des châtaignes avec leur coque autour, on les cache, ils mettent les mains. On va essayer de les toucher, ça pique et trouver le hérisson. Donc, il y a plein d'activités dans ce genre, en fait, qu'on peut faire. Mais je trouve pour les maternelles, le plus important, c'est de les laisser jouer à l'extérieur. Donc, sans proposer beaucoup de choses à la place d'une idée à droite et à gauche parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'être créatifs dans ce lieu. Donc, c'est bien de notre part d'impulser aussi certaines idées, mais après, voilà, mettre du matériel à disposition et puis de laisser jouer. Cette feuille que vous voyez sur la présentation, ça me fait penser à vendredi passé. Donc, vendredi passé, on a fait des cerfs-volants. Donc, j'avais juste des feutres
waterproof. Les enfants ont cherché des grandes feuilles, ils ont dessiné un visage sur les feuilles. Donc, beaucoup d'enfants ont dit, mais je dessine un visage Halloween. C'est le temps. Et on a attaché une ficelle, et puis ça, c'était nos cerfs-volants. Donc, ils sont courus dans tous les sens avec leurs cerfs-volants. Ils les ont apportés à la maison. Ils ont fait un cerf-volant pour maman et papa. Et il faut vraiment très, très peu, je dirais, pour les enfants de la maternelle pour qu'ils trouvent de quoi s'occuper à l'extérieur. Alors, comment fédérer les équipes éducatives et périscolaires, enseignants et périscolaires, éducation nationale et périscolaire, pour éviter les abandons des espaces pédagogiques? Alors, dans le sens où que l'espace il ne soit pas entretenu. C'est ça la question. Monsieur Materne, je vous laisse préciser. C'est ça, c'était par rapport à l'entretien. Ouais. C'était par rapport à l'entretien. Donc, moi, je connais un peu moins comment ça fonctionne en France parce que c'est pas pareil qu'en Suisse. En Suisse, c'est la commune qui entretient ces espaces, en fait. Et là, l'astuce, c'est de chercher le dialogue aussi avec les gens de la commune. Mais par exemple, si je voulais faire avec ma classe détermination des espèces dans la prairie qui est très haute maintenant, de regarder qu'il ne fauche pas avant le jeudi où je voulais faire ma sortie, où il y a certaines choses qui laissent sur place aussi. Abandon dans un sens de ne pas être entretenu, moi, je n'ai pas rencontré ça jusqu'à maintenant. En fait. À part du potager pendant les vacances d'été, ça c'est toujours délicat, ce sujet, donc, qui arrose les plantes qu'on a fait. Donc parfois, c'est des habitants du quartier aussi qui sont volontaires. Là, une école sur Besançon que j'ai accompagnée, c'était vraiment un jardin partagé entre l'école et puis les habitants du quartier, une assoce en fait qui a géré ça pour que ça soit entretenu. Après, si vous avez un projet, alors comme cette école Jacqueline à Strasbourg, alors là, c'était clair, ça demandait de l'entretien. Donc là, il y avait vraiment une jardinière paysagiste qui était payée pour ça, qui était payée pour faire l'entretien, des fois avec les élèves aussi. Donc, les classes ont participé, mais il y avait un budget pour ce genre de choses. Et je crois que ça dépend vraiment de comment améliorer, alors, et reverdir votre cours d'école, alors des constructions qui sont faites. Mais je crois, moi, je ne suis pas la bonne personne pour vous donner la réponse pour un autre pays. Oui, c'est vrai qu'il y a des rythmes différents, mais c'est vrai que dans le cadre des cours OSIS, on essaye de créer des comités de cours pour que ces acteurs-là travaillent ensemble à la co-construction. Et l'idée, c'est que ces comités perdurent pour qu'ils se mettent d'accord, quoi. Que c'est vrai que les enseignants travaillent sur un projet avec les élèves, que le périscolaire soit au courant et vice-versa en fonction des projets des uns et des autres, que ce soit co-construit sur l'ensemble de la cour. Et après, l'axe entretien, en effet, on a le même questionnement pour l'été avec cette possibilité d'ouvrir à des associations de quartier, des retraités ou des CSC. Je vous laisse intervenir, je vois que vous avez allumé votre micro. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, je voulais rebondir et prendre effectivement votre exemple en préambule de l'école Jacqueline. C'est des super projets qui voient le jour et c'est toujours sous l'impulsion d'une ou deux personnes. Et je regrette de voir quand c'est un enseignant ou une équipe du périscolaire qui change de lieu, d'affectation, etc., de retrouver un peu ces espaces à l'abandon. C'est pour ça que j'ai pris ce terme-là. Et d'essayer de re-questionner les équipes en place, alors qu'elles soient de l'éducation nationale ou de la ville, pour redynamiser un peu ces espaces, puisque après, à terme, c'est l'entretien qui se pose. C'est-à-dire que si vous laissez à l'abandon des espaces de ce type-là, vous avez vite des ronces, des végétaux qui sont indésirables dans une cour d'école. Et on se retrouve confronté à des problématiques parce qu'après, il n'y a plus personne qui veut s'accaparer ces espaces-là. Alors, je trouve ça un peu dommage. Finalement, c'est peut-être une idée de comment est-ce que vous avez eu des cas de figure comme ça où il y avait
comment vous avez peut-être élargi les équipes qui étaient motivées? Comme c'est vrai que M. Matin met le doigt sur quelque chose, souvent il y a des personnes moteurs. Est-ce que dans les cas de figure que vous avez pu accompagner, est-ce que vous avez été amené à les aider aussi à élargir ce groupe moteur pour que la transmission se fasse et perdure, et que le projet perdure? Ça c'est très divers et varié. Alors, je sais de l'école Jacqueline que c'était vraiment ces deux enseignantes porteuses de projet. Entre-temps, il y a une qui est partie et puis voilà, il y a pas les autres classes qui ont tout repris. Et avec Sylvia en Suisse, on a élaboré un kit de démarrage pour enseigner dehors. Alors, c'est un kit qui s'adresse vraiment à toute une équipe. Et puis là, en fait, la clé des écoles tests qu'on a eues, c'était vraiment d'avoir voilà, d'avoir comme une commission école dehors au sein de l'école, mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller avec la commune ou entre école et périscolaire s'ils utilisent les mêmes espaces qui étaient porteurs de projets, qui ont défini un projet avec une vision et des objectifs qui devraient les perdurer aussi. Alors, une fois que ces personnes ne sont plus là, ça devrait être porté par l'institution. Et puis là, clairement, ça demandait aussi une directrice ou un directeur qui était derrière ce projet. Mais encore, si ce directeur ou cette directrice change, c'est pas évident. Il faut des gens qui reprennent. Et ça, c'est pas toujours garanti. Donc, on a vu aussi en Alsace, il y a ce projet qui s'appelle Grandir dehors, qui s'adresse aux gens du périscolaire d'ailleurs, donc justement avec l'idée de sortir régulièrement en nature avec les péris. Et là, ça peut être, c'était dans les premières années, c'était aussi pareil. Alors, s'il y avait des gens moteurs dans ces projets qui restaient des années et qui avaient dans l'équipe aussi des gens motivés, donc ça perdurait. Et à d'autres endroits où il n'y avait pas ça, donc pendant que les péris étaient affiliés à ce projet, ça se faisait, mais une fois que le dispositif était terminé, ça s'est effondré. Après, c'est vrai que plus ça va, plus il y a de personnes moteurs, plus il y a de motivation, plus ce sujet est au cœur de… À l'école du dehors, je pense qu'il y a 15 ans, c'était beaucoup moins présent. Il faut… En effet, j'ai mis le lien que vous mettiez grandir dehors, partager entre vous qui êtes motivés pour continuer à sensibiliser vos collègues et essayer d'élargir. Oui, donc, Grandir dehors, chaque année, on peut s'inscrire en tant que périscolaire. Si vous êtes intéressé de participer à ce dispositif qui dure une bonne année, donc n'hésitez pas. Et inviter aussi les parents élus à participer. Oui, n'hésitez pas à mixer et à vous entraider, en effet. Oui, et puis je dis même pour les cours Oasis, le principe, c'est aussi en fait, de déclôturer les cours d'école pour que ça devienne ou ça redevienne un espace public. Donc là, ça me semble assez normal que les habitants du quartier devraient aussi être impliqués pour l'entretien de ces cours. Donc, on pourrait vraiment faire une équipe mixte. Oui, c'est dans les projets pas immédiats, mais en effet d'ouvrir à des associations de retraités, à des centres socioculturels du quartier, ces espaces de cours pour qu'ils puissent, surtout les cours qui vont être végétalisés, pour que ce soit des îlots de fraîcheur pour d'autres acteurs aussi. Vous avez présenté, moi j'ai pris pas mal de notes, beaucoup d'idées. En effet, je vous rejoins qui en effet répondre aux différents axes mathématiques, langue, art, etc., mais qui peuvent aussi être des activités. Alors, pour ceux qui ont déjà des cours végétalisés, y a-t-il des sols à favoriser ou à proscrire? Dans l'usage avec les enfants, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous avez accès à votre micro et si vous pouvez exprimer cette question, je ne suis pas sûre de l'interpréter correctement. Madame Claus? Des sols à favoriser ou à proscrire dans les activités à faire avec les enfants?
Je pense que est-ce qu'il y avait des sols particuliers des sols naturels à éviter avec les enfants ou plutôt à favoriser avec les enfants? On a la terre, alors nous, c'est vrai qu'à Strasbourg, dans les cours qui sont végétalisés, c'est souvent des copeaux de bois qui sont mis autour des espaces de jeu notamment, pour répondre aux enjeux de sécurité. Il y a de la terre, il y a de l'herbe, il peut y avoir du sable stabilisé, il peut y avoir, voilà. Vous avez expérimenté dans des cours bétonnés, des cours végétalisés, puis en extérieur. Qu'est-ce qui vous a... Je pense que la question, c'est un peu qu'est-ce qui est le plus intéressant, ou est-ce qu'il y a eu des sols qui se sont avérés difficiles à gérer? Là, ce n'est pas moi qui est l'experte sur la question parce que je ne suis pas jardinière paysagiste ou qui a de l'expérience avec le reverdissement, alors avec la technique. J'ai juste lu une étude dernièrement, mais c'était une étude sur le système immunitaire des enfants qui sont dans les cours végétalisés. Alors, comparé avec ceux qui sont plutôt dans les cours traditionnels du Finlande, où ils ont amené de la terre forestière qui contient apparemment beaucoup de micro-organismes bien pour le système immunitaire, etc. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, j'ai jamais fait l'expérience, mais ça rejoint un peu ce que Mme Cordier a dit. Alors, nous, on connaît plutôt aussi les copeaux de bois, le sable, l'herbe, et puis pas vraiment un sol qui n'est pas pratique. J'en ai pas remarqué jusqu'à maintenant. Est-ce que si vous retrouvez le nom de cette étude, je veux bien la voir pour pouvoir la transmettre. Je l'ai pas juste acheté, hein. Oui, non, pour après, il n'y a pas d'urgence. Monsieur Materne, vous leviez la main, je vous en prie, je vous laisse la parole. Oui, je prends aux exemples, Madame Vauquier, en Suisse, en Belgique, etc. On s'aperçoit quand même que nos voisins européens ont quand même un temps d'avance par rapport à la législation française dans les cours d'école. Je suis au plein cœur de ces projets de végétalisation pour mon territoire et je m'aperçois que ça soit pour répondre à la question de Madame Klaus concernant les sols ou tout simplement les végétaux qu'on a le droit, enfin droit entre guillemets, qui sont préconisés par l'éducation nationale, il y a quand même une certaine marge de manœuvre entre ce qu'on peut planter dans une cour d'école, nous en France, et ce que vous mettez en œuvre, vous, avec vos élèves en forêt. Voilà. Je pense qu'il y a encore un delta et un fossé énorme à combler. Tout à fait. En Suisse, on n'a pas de préconisation des plantes. Alors, chaque école fait comme elle veut. C'est déjà ça. Donc, on est très libre. Après, il y a des espèces qui sont plus favorables que d'autres. Je ne planterai pas un if dans une cour d'école, malgré que ça existe toujours. Donc, et puis, au niveau des sols, c'est pareil. Donc, c'est chaque école qui décide. Et puis, voilà, je crois que en France, on est confronté à d'autres difficultés, bien sûr, que l'école en Suisse, que je vois, qui était en fait, nous, on ne connaissait pas les cours bétonnés. Alors, il y a toujours une partie béton, bien sûr, aussi pour le foot et tout ça, mais on avait toujours une partie nature et il n'y avait pas la nécessité de ces projets de revégétalisation des cours parce que ils étaient déjà végétalisés il y a quelques dizaines d'années. Je reprends l'exemple de vos chips à l'ortie, par exemple. Savoir des orties dans une cour d'école chez nous, c'est à la limite inconcevable. Alors, oui. pour moi qui suis paysagiste de formation, je trouve ça tout à fait pertinent et même pédagogique vis-à-vis des enfants. Alors, je ne suis pas enseignant, hein, mais voilà, il y a des matières, il y a matière à faire au niveau éducation de nos enfants. C'est pour ça que j'étais heureuse que Mme Vauquier soit disponible pour faire ce webinaire aussi, parce que vous avez de l'avance sur nous, c'est une source d'inspiration. On voit bien qu'au niveau des idées, d'activités, il y a énormément de variétés. Et voilà, il y a des choses auxquelles on peut avoir pensé, les masques, le land art, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. On sent que vous avez l'expérience et c'est intéressant pour nous d'avoir ces retours-là pour pouvoir déjà voir que ça fonctionne. Et puis qu'on est peut-être au premier pas, mais il y a plein de choses à faire. Et je pense que, alors je ne suis pas enseignante non plus, ni animatrice périscolaire, mais quand je discute avec
avec vous, souvent il y a cette idée de qu'est-ce que je peux faire justement. Ok, on a une nouvelle cour, mais c'est bien aussi d'avoir des petites pistes et puis après, chacun trouve son chemin à soi, mais d'avoir au moins ces petites sources d'inspiration de départ. Et là, on a eu, comme le disait, alors j'ai pas votre nom de famille, mais je vais prendre votre prénom, Delphine. Il y avait une pléthore d'idées. Je vais essayer de les retranscrire aussi pour que tout le monde puisse en bénéficier, même ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, il y avait Delphine justement qui dit: notre cours n'est pas encore végétalisé, mais nous utilisons beaucoup l'environnement du quartier. Les élèves adorent et découvrent un milieu qu'ils peuvent côtoyer, mais qu'ils ne connaissent pas car ils ne sortent pas ou peu. C'est pour ces raisons que l'école du dehors est un super projet. Oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Je trouve aussi qu'il faut aller plus loin que la cour d'école. Et puis, je rajoute peut-être juste une idée. En Angleterre, il y a une mode, ils appellent ça les loose parts. Donc, c'est du matériel sans fonction prescrite qu'ils mettent dans les cours d'école, aussi pendant les récré. Alors, genre des planches de bois, des tuiles, des tissus, des cordes, et puis les enfants ont juste la possibilité de les utiliser. Alors, ça peut être pendant une activité scolaire ou bien juste pendant le jeu libre. Donc, ça c'est un trend qui, je crois, il dure, c'est au moins une quinzaine d'années où c'est assez à la mode d'enrichir en fait les cours d'école avec ce genre de matériaux qu'on peut utiliser pour mille choses. Tout à fait. Il y avait on avait eu un témoignage comme ça d'une présentation de Gillian Kant qui parlait d'affordance et justement sur ces objets-là à tous âges qui sont très bien parce que sans règles de jeu, sans usage déterminé et qui développent la créativité des enfants. Il y a un parent d'élève qui souhaite s'exprimer aussi. Je vous laisse allumer votre micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, c'est une question autant pour vous, madame, que monsieur Materle. Parce que, bon, moi, je suis représentant de parents d'élèves. Effectivement, quand je parlais, c'est bon, on va végétaliser la cour d'école. C'est la cour d'école de la Ligne d'Euro, juste pour information. Tous les parents pensaient juste qu'on allait mettre un potager. Et bon, on n'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, cette démarche. Mais la question que je pose, moi, c'est, l'idée, c'est pas de faire un potager, c'est plutôt de faire des plantes qui vont vivre naturellement. Mais est-ce que ce serait quand même incompatible avec une parcelle de potager ou pas, tout ça? On peut tout à fait combiner les deux. Donc, ça, je vois dans beaucoup de cours. Il y a une partie potager ou bac avec des légumes, par exemple, des herbes aromatiques. Donc, ça, c'est plutôt l'endroit plantation où il y a certaines règles à respecter. On ne peut pas juste cueillir comme ça et qu'on peut entretenir. Et Oui, puis, bien sûr. Le reste, ça peut être autre chose, oui. Mais moi, je pensais plutôt à me dire que finalement, on va essayer de faire cohabiter des plantes qui viennent plutôt de la forêt avec des plantes que nous, on plante volontairement, quoi. Il n'y aurait pas de problème parce que bon, généralement, quand on a un potager, le premier des choses, c'est on vire, j'aime pas ce terme, les mauvaises herbes. On va dire que c'est des herbes qui ont poussé sans qu'on leur demande pour tout mettre, pour mettre plutôt des plantes qu'on maîtrise nous-mêmes. Donc, il n'y a aucun souci de compatibilité entre un plant de tomate et des buissons qui pousseraient, quoi. C'est pas... Ça va aller dans la direction forêt-jardinier, alors. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, faire effectivement coexister une cour végétalisée et l'idée de jardiner quand même. Là, j'ai pas d'expérience. C'est peut-être monsieur Materne qui va Voilà, répondre. justement. Comme Bonsoir, vous avez dit, vous étiez pédiatriste. Bonsoir monsieur. Alors là, je vous rejoins totalement et je rejoins les propos de ma collègue Madame Cordier. En parallèle de la création des végétalisations de cours d'école, l'idée c'est d'ouvrir également au quartier les cours de manière à créer du lien social avec nos anciens, avec les habitants du quartier. Et justement, le lien social peut se faire au travers des jardins potagers. Donc oui, c'est tout à fait. On est d'ailleurs très enclin à ce que ça se mette en place. Hein. D'accord, donc il n'y aurait aucune incompatibilité naturelle entre les deux, quoi. Absolument. Entre les deux milieux. Après, c'est les emplacements, les choix de
d'orientation en fonction des expositions de soleil. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais c'est tout à fait réalisable. D'accord. Ok. Merci. Et je vous en prie. Je partage également un témoignage de l'école maternelle Reuss qui indique, le directeur indique qu'ils ont une parcelle sauvage, un potager, un parcours sensoriel, un espace encore entretenu par le concierge et les élèves bougent dans les différents lieux. Donc oui, en effet, il est possible d'avoir plein d'espaces. À Nidro, il y a en effet des bacs potagers qui sont prévus à l'arrière. En fait, le jardin potager existe déjà aujourd'hui et il va perdurer avec tout le reste. Mais c'est vrai qu'on parle de forêt-jardin. Si vous regardez sur Internet, vous pourrez regarder ça aussi. C'est même très bon de potager avec des... Je pense, j'ai fait une petite formation là-dessus, donc je ne vais pas la développer, mais vous avez utilisé ce terme-là, Mme Bocquier, et c'est vrai que c'est très bon de cultiver du potager avec côté jardin et différentes strates, en fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est développé dans le cadre de ce projet, c'est d'avoir du relief, différents niveaux, pas tout plat, que ce soit par la création de buttes ou par la plantation de végétation qui ont différentes hauteurs. Et ça, je pense que, comme vous le disiez aussi, ça permet de faire des plans où ils peuvent éventuellement dessiner, expliquer que il y a un arbre qui est plus petit que l'autre, ou j'ai beaucoup aimé cet exemple faire une ligne avec les enfants qui représente la taille. Donc finalement, si c'était un buisson, ce serait 2 enfants. Si c'était un arbre, ce serait 4. Ça peut être intéressant aussi d'avoir ces différentes hauteurs-là qui sont présentes dans la nature, mais pas dans les cours bétonnés. Et on essaye de changer ça. Donc,